Madouba Fall du Sénégal. Parce que nous devons ensuite enchaîner par une déclamation. Je voudrais qu'on gagne du temps. Je voudrais appeler Pape Faye pour qu'il puisse participer au panel. Au besoin, s'il en a envie de faire sa déclamation durant le panel, ça nous fera gagner du temps. Monsieur Pape Faye, s'il est là. Voilà, monsieur Pape Faye est là. Voilà, donc à la fin du panel, nous aurons les déclamations de Enas du Sénégal, je ne sais pas s'il est là, et Menelek. Pourquoi je l'appelle Menelek? Autour de moi, et commencer par dire que le Sénégal est très heureux de recevoir ce festival parce que les écrivains, les poètes, nous devons nous voir, nous devons nous parler, nous devons nous regarder les yeux dans les yeux, mais surtout, nous avons une prise de parole fondamentale dans cette Afrique d'aujourd'hui, où nos États sont encore très fragiles, où la politique mange tout, dévore tout, occupe tout. Je pense que vous tous dans cette salle, nous devrions venir vous embrasser et vous dire merci d'être venus. Merci de vous être débarrassés de ce qui se trouve dans la rue, de ces radios et télévisions qui ne parlent jamais de poésie, jamais de romans, jamais de littérature. Et qui ne parlent que de politique, de politique, de politique. Alors je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous allons parler justement de poésie comme expression de veille. Parce que c'est cette poésie qui, mais de par le monde, a toujours porté la liberté, a toujours porté les droits de l'homme. C'est cette liberté, c'est cette poésie, mais qui s'est levée et qui a fait face aux tyrans, qui a fait face aux dictateurs. Et des poètes en Amérique latine, et des poètes en Europe, et des poètes en Afrique ont payé de leur vie. Et je dis bien de leur vie, leur combat contre la dictature et contre la tyrannie. Et je dis toujours aux Sénégalais, il ne faut jamais oublier que ce pays a été bâti par un poète, que ce pays a été porté à l'indépendance par un poète, que c'est un poète qui n'a pas seulement bâti une république, il est allé au-delà d'une république, il a bâti une nation. Le Sénégal doit tout à ce poète. Les poètes font sourire, les poètes font rire, les poètes ne font que rêver. Mais qu'est-ce que c'est rêver? Rêver, c'est simplement vouloir autre chose que le présent. Et nous voulons autre chose que le présent. La jeunesse africaine veut autre chose que le présent. C'est cela, la parole poétique. Et c'est un poète qui a bâti ce pays. Et c'est un poète qui a participé à l'édification de l'Union africaine. Nous ne devons jamais l'oublier. Les poètes sont les meilleurs. Les écrivains sont les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Il ne faut jamais vous taire. Voilà ce que je voulais dire.
Je vais donner tour à tour la parole à chacun. La poésie comme expression de veille, je n'ai jamais voulu accepter de définir la poésie. Parce que je n'aime pas les définitions. Les définitions sont toujours des impasses. Bien sûr, dans le nombre de livres, chez un nombre de poètes, on définit la poésie. Moi, si j'avais à choisir une définition, je dirais tout simplement que la poésie, c'est la parole humaine. Quand l'homme en use pour le culte du beau. Et le beau, il ne peut naître que de l'amour. Et c'est l'amour, justement, qui a inventé l'homme. Sans amour, nous ne serions pas là. La poésie est d'abord un combat d'amour. C'est un combat d'espérance. C'est une voie majeure. Tout commence par la poésie. Et tout finit par la poésie. Les nouvellistes, les romanciers, les dramaturges, tous ont commencé par la poésie. Ce sont tous des poètes cachés. J'ai même des amis, mais qui m'ont dit, j'ai quitté la poésie parce qu'elle ne rapportait rien. Je vais faire des romans pour gagner de l'argent. Il n'a jamais rien gagné. Il a presque tout perdu. Pour dire simplement que tout commence par la poésie. Et tout finit par la poésie. C'est-à-dire par la générosité, par la beauté et par le combat pour l'homme. Chez nous en Afrique, nous n'avons pas besoin de vous dire, parce que vous le savez très bien, que la poésie a porté l'Afrique. Je dis souvent, dans les amphithéâtres, au Canada, au Japon, en Chine, partout, que l'Afrique a une tradition qui est portée par les poètes. Et que les poètes étaient dans la cour des rois, et c'est eux-mêmes qui faisaient les rois. Et quand les généraux allaient en guerre, ce sont les poètes qui étaient devant les armées. Et c'était les poètes qui galvanisaient l'armée, qui galvanisaient les soldats, qui galvanisaient les généraux. Et aucun soldat, aucun, n'osait s'enfuir. Parce que le poète était là. Parce que le poète disait. Parce que le poète le regardait. Et cette armée n'était pas portée par les fusils, ni par les épées. Cette armée était portée par les poètes. La parole était l'arme majeure. Les poètes ont donc joué un rôle majeur, mais dans l'Afrique, et continuent encore de le jouer. Les poètes sont des sentinelles, dit-on, des veilleurs de jour comme des veilleurs de nuit. Donc la poésie est véritablement une expression de veille. Nous aurons l'occasion peut-être d'échanger avec vous, et je vous en supplie, ne vous taisez pas. Parlez-nous. Dites-nous ce que vous pensez de tout cela. Nous avons besoin d'échanger. Nous avons besoin de nous parler. La littérature est notre refuge. Dans un monde où tout est perdu. Vous le savez tous, on ne lit plus. On ne fait que... On est sur le smartphone. On cherche de l'argent. On court derrière le soleil, on court derrière la lutte. Et pour penser arriver vite, réussir vite, on fait de la politique. Parce que c'est le chemin le plus court, dit-on, pour être riche. Les écrivains, quel que soit votre pays, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. Dans ce pays, en tout cas, mon pays, le Sénégal, il n'y a jamais eu un poète où on écrivait en prison. J'espère que cela va continuer. Et je crois que cela va continuer. Parce que tous les chefs d'État qui sont arrivés dans ce pays ont dans leur rétroviseur un poète. Alors, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la soif de pouvoir
quand on regarde le rétroviseur, on freine. On se freine et on freine ses pas. Parce que la noblesse doit régner. L'humilité doit régner. La grandeur doit régner. Nous allons tous passer. Nous allons tous partir. Ce qui restera de l'histoire, il faut que cela soit beau. Et c'est ce que j'ai dit à tous les chefs d'État ici. Parce que je suis plus âgé qu'eux. Parce que j'étais là avant eux. Et je crois que je serai encore là avant eux, quand ils partiront. Mais c'est pourquoi nous ne devons pas nous taire. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Nous allons passer la parole à madame. Il faut commencer par le féminin. Nous allons vous donner la parole. Elle vient du Canada, du Québec, je crois. Vous allez vous présenter et vous avez la parole. Oui, alors merci. Bonjour. Bon, c'est un sujet complexe, le thème de cette dernière table ronde, et qui me concerne. Je me sens vraiment concernée. C'est vrai que peu importe l'auditoire ou le rayonnement qu'une œuvre peut avoir dans l'immédiat, le travail que chacun accomplit comme créateur ou comme lecteur, mais lecteur engagé dans la lecture, une lecture profonde, une lecture réfléchie. Cet espace-là est un espace précieux, c'est comme un espace premier où il y a une prise de conscience, parce qu'écrire, c'est plusieurs choses à la fois. Et effectivement, c'est un état de veille pour se rendre disponible à ce qui se passe en soi. Parce que il peut se passer des choses autour de nous très importantes. Il doit y avoir une correspondance avec l'espace intérieur, afin que cette écriture soit, elle, véritablement engagée et qu'elle puisse aussi donc faire naître une lecture du même ordre. Alors, il y a une responsabilité de la personne donc qui écrit, qui est dans un mode de création. Le mode de veille évoque pour moi tout d'abord cette dimension où on est paradoxalement ancré dans le présent, parce qu'il faut être présent pour ça, en même temps être présent à soi, donc s'inscrire dans un double espace, ce qui est très particulier, et donc on peut sembler absent, et puis pourtant on capte les choses qui sont celles qui vont nous parler. Et elles nous parlent pas nécessairement d'emblée de manière consciente, mais au moment de l'écriture, il y a une autre étape, effectivement, qui est ça peut être par bribes, par fragments, mais ça peut être aussi une suite de phrases plus denses, et donc il y a une matière là qui s'inscrit sur le papier, parce que effectivement, pour ma part, je n'écris pas à l'ordinateur. D'abord, il y a plusieurs étapes qui se font sur le papier, et puis parce que effectivement, il y a une dimension réflexive, méditative, d'arriver à ressentir les mots, comment ils résonnent, comment ils s'enchaînent, à couper, à ajouter, et puis, mais beaucoup à couper, finalement. Donc, parce que on parlait de la simplicité, effectivement, il y a une simplicité, il s'agit de déjouer les expressions valises, les clichés, des mots qui apparemment nous disent quelque chose, et on doit aussi les interroger pour savoir s'ils servent ce qu'on ressent et ce qu'on tient à transmettre, d'abord d'une manière plus intuitive, et qui, donc, pour ne pas fausser, pour continuer d'être dans une parole vraie.
Donc cette parole vraie, faut l'assumer, c'est celle qui va parler au lecteur et qui va aussi nous permettre de continuer. Donc c'est quelque chose qu'on cultive, cet état de veille. Je crois que c'est ce qu'on partage pour tous les poètes et je salue Monsieur Amadou Lamine Sall qui est un grand veilleur parmi nous. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'aurais à dire là, sur l'état de veille. Je pense que ça peut être agaçant parfois pour des gens autour de soi, de sentir cette manière d'être, celle qui fait en sorte qu'on semble capté par une autre dimension, quelque chose qui est invisible, mais qui est un travail, qui demande de l'énergie pour transmettre aux mots une réalité, que ces mots, dans la lecture, soient concrets, parlent, existent pour vrai. Alors, c'est un mouvement paradoxal, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Merci, madame. Elle nous vient d'un pays où la poésie est presque à l'échelle industrielle. Le Québec et le Canada, à chaque angle de rue, vous avez des poètes. C'est presque à l'échelle industrielle. Je n'ai jamais vu un pays qui est autant veillé par des poètes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vraiment le dire parce que j'aime beaucoup votre pays. Le plus grand festival de poésie au monde est au Québec, à Trois-Rivières. Le plus grand festival de poésie au monde. Et quand vous marchez dans les rues à Trois-Rivières, vous avez devant les boutiques, partout vous avez des plaques où il y a des vers, mais des poètes, mais du monde entier. J'ai proposé cette idée-là au maire de Dakar il y a près de 20 ans. Parce que je voulais que dans toute la ville de Dakar, qu'il y ait des plaques avec des vers de poètes et même des vers de romanciers, des passages de romanciers, pour que les gens puissent s'arrêter au tout petit moment, et pour pouvoir lire. Donc, merci beaucoup. Je crois que nous allons échanger encore davantage. Je voudrais passer la parole à notre ami congolais. Nous commençons par les autres. Et je voudrais saluer la présence dans cette salle d'un homme exceptionnel, d'un homme que j'aime beaucoup, d'un grand professeur de lettres, qui a veillé sur la faculté de lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la faculté des lettres, il a été le premier à avoir fait une thèse d'État sur la poésie. Ensuite, il a pris sur lui d'inscrire au programme de la faculté des lettres de l'université de Dakar des poètes, de jeunes poètes qui n'étaient presque même pas connus et dont je fais partie et dont Marouba Fall également fait partie. Nous ne pouvons pas ne pas parler de cet homme, parce qu'être professeur d'université et avoir le courage d'inscrire au programme de ses étudiants des œuvres poétiques, il faut le dire. C'est le professeur Amadouli. Et je voudrais dire une chose très importante. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que tant que nos États n'ont pas pris la responsabilité et le devoir de vous mettre au programme scolaire, vous, les écrivains, vous, les poètes, êtes parmi les meilleurs. Parce qu'il y a de très mauvais écrivains. Il y a de très mauvais poètes. Il y en a tellement d'ailleurs qu'ils ont chassé les bons. Alors, il faut que nos États aient le courage de mettre les meilleurs au programme. J'ai connu Senghor, Césaire, Damas, Birago Diop, David Diop. Je les ai connus où? Je les ai connus à l'école. Je ne les ai jamais vus. Je les connaissais à l'école. Je les ai connus à l'école et je suis allé les dire. Alors, si vous ne mettez pas
les poètes d'aujourd'hui, les contemporains, les jeunes au programme, et parmi les meilleurs, ils n'ont aucune chance, peut-être, d'arriver au sommet de la montagne. Parce qu'il ne faut pas rêver. Les baobabs, les grands baobabs, ils sont toujours là. Alors comment se faire une place parmi ces grands baobabs, parmi ces grands noms de la poésie mondiale? On peut tous les citer ici. Et Dieu sait qu'il y a des poètes africains, aujourd'hui, qui ont cette dimension et qui ont le droit d'être au programme à des universités comme au programme des écoles. Merci le professeur Amadouli. Je donne la parole à notre ami congolais. Merci Amadou Lamine Sall, très cher poète. Je donne mon adhésion à cette thématique, la poésie, une expression de veille. Évidemment, la poésie est la force motrice du développement des peuples. Il n'y a pas de poésie sans civilisation grecque. Il n'y a pas de poésie sans civilisation syrienne. Il n'y a pas de poésie sans civilisation orientale. Il n'y a pas de poésie sans civilisation nubienne, égyptienne. Comme aimait à le dire Aimé Césaire, nous sommes les fils aînés du monde. C'est vous dire que la poésie est comme le coq qui annonce le jour de l'humanité. Il ne faut pas se taire. La poésie, c'est le chemin de la lutte qu'ont construit nos précurseurs. Je fais allusion au chantre de la négritude. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et consorts. Dans un contexte colonial dans lequel il y avait ce phénomène de chosification de la race noire qui était assimilée aux animaux, une race inférieure, il y a eu une conscience, et la conscience, c'était la poésie. Ils ont lutté, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le noir et le blanc s'asseyent sur une même table. Il y a eu un combat. Et le combat, ce valeureux combat, ce vaillant combat, c'était la poésie. La poésie nous a conduit à éveiller la conscience, revendiquer la parole, l'identité noire, donner sa part de monde à la construction du monde. La poésie, c'est la lumière. On ne peut pas vivre sans poésie. Je dirais même que sans la poésie, la civilisation universelle serait un désert. Sans la poésie, mon cœur serait un désert. Merci. Nous donnons la parole à Marouba Fall. Marouba Fall, on ne le présente plus, c'est un grand polygame. Romancier, poète, dramaturge, un énorme écrivain qui honore le Sénégal et qui honore l'Afrique. Merci Lamine. Nous allons prier d'abord. Dieu, veillez sur ce pays que nous aimons. Faites qu'il soit phare, faites qu'il soit havre. Faites qu'il demeure du continent le chef culminant et la voie de sagesse.
Préservez-le de la sécheresse qui rend vain l'effort. De l'espoir fait vent de poussière, tarit l'âme et durcit le cœur. Éloignez de ces champs les prédateurs qui mangent en un jour les promesses d'une saison et en une saison pillent les greniers de l'avenir. En son sein, faites essaimer et grandir des bâtisseurs de soleil, au front des sibyles, aux lèvres d'oracle, aux doigts de miracle. Faites ces fils unis, vous qui leur avez donné un clair esprit, une langue aiguë, habile à deviser, et une langue glaive, prompte à diviser. Faites que sur sa tête jamais ne trône ni turban ni casquette, car nos sœurs et nos femmes sont de foi ombrageuses, car nos mères des hommes d'armes ont une peur bleue. Dieu, veillez sur ce pays que nous aimons et dont notre cœur sans répit épelle le nom, Sénégal. Plus que notre patrie, tu es notre vie. Ce poème, je le dédie à mon ami Amadouli, à qui Amadou Lamine Sall vient de rendre hommage, parce que c'est tout à l'heure seulement que je lui ai envoyé un WhatsApp pour lui dire que Lamine et moi serons là. J'ai étonné de le trouver. Il m'a dit, là où tu es, et avec Lamine, je ne peux pas manquer. Donc voilà pourquoi il est là. Et nous remercions toute la salle. Je n'étais pas sûr même de venir, n'est-ce pas, au festival, encore moins à ce panel, parce que vous savez, moi je suis un professeur de français de formation, je suis président d'association des parents d'élèves, vous savez, nous sommes dans un contexte d'examen et nous veillons sur nos ouailles pour les encadrer. Au début du festival, déjà hier, j'étais à Seydou Nourou Tall. Demain ou après-demain, je serai encore avec les élèves de terminale pour les encadrer. Donc, je n'étais pas sûr de pouvoir venir, mais il ne fallait pas rater cette première édition du festival initiée par notre jeune ami, vraiment, qui est un bon poète, un bon romancier, un bon nouvelliste, Abdoulaye Fodé Dione, qui mérite que nous l'encourageons. Et je vois qu'il est bien encouragé. Et nous remercions et c'est hier seulement que j'ai pris connaissance du thème qui nous réunit, n'est-ce pas, cet après-midi, c'est-à-dire la poésie, une expression de veille. D'ailleurs, le libellé m'a posé problème, une expression de veille. Je me suis dit, une expression de veille, qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais mis une entreprise de veille. Parce que c'est complexe. Une expression de veille, qu'est-ce qu'on exprime? Je pense que nous sommes dans un état de veille. Nous sommes des veilleurs, comme vous l'avez dit, veilleurs de jour, veilleurs de nuit, veilleurs de jour, veilleurs de nuit. Nous sommes en perpétuelle veille, c'est-à-dire en éveil. Nous sommes là pour veiller au grain, en quelque sorte, parce que nous avons une part de responsabilité. Et je pense que, est-ce que c'est le poète seulement qui est dans cet état de veille? Moi, je pense que tous les hommes d'esprit, et surtout tous les écrivains, mais aussi, si nous partons du principe que la poésie, c'est le genre majeur par excellence, et que tout bon écrivain, comme je le disais au professeur Abdoulaye Eliman Khan, qui disait qu'il n'est pas poète, je lui disais que vous êtes un poète. Parce que les grands écrivains, qu'ils soient romanciers, dramaturges, sont avant tout des poètes. D'ailleurs, au siècle classique, on parlait des poètes dramatiques. Parce que Corneille, Racine écrivaient, même Molière écrivait en vers, en alexandrin régulier. Et les meilleurs romans, il y a une bonne partie. Parce que la poésie, c'est pas d'aller à la ligne ou de faire des rimes seulement, comme faisait un garçon là qui voulait faire des rimes. Je suis fou d'amour et je m'en fous.
C'est pas ça. Parce que la poésie, c'est dans le rythme, c'est dans l'écoulement, n'est-ce pas, dans le choix des mots. C'est ça. Donc, tout bon écrivain, je pense, il est poète avant tout. Si on n'est pas poète, parce que c'est la poésie qui nous permet de faire le travail littéraire. Parce que le travail littéraire ne consiste pas pour moi à raconter des histoires. Parce que tout le monde porte une belle histoire. Maintenant, le poète, il agit sur la langue. Et la littérature en général, c'est un travail sur la langue. C'est pas l'histoire qui compte. Il y a des gens qui pensent que quand ils ont écrit une histoire rocambolesque, ils ont gagné le pari. Non. Une histoire peut être banale, mais l'écriture peut être sublime. Et c'est ça qui fait la littérature. C'est un travail sur la langue. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est ça le grand travail. Maintenant, peut-être que notre thème va insister surtout sur le contenu, n'est-ce pas, la place de l'écrivain en général et du poète en particulier. Nous sommes des témoins de notre histoire, des témoins de notre pays, de nos peuples, et nous avons le devoir de prendre nos parts de responsabilité, n'est-ce pas, de veiller et de faire en sorte de prévenir, parce que la veille, l'éveil, l'alerte, parce qu'aussi moi je pourrais mettre à la place de veille en alerte, parce qu'on doit prévenir le mal avant qu'il ne vienne. C'est pourquoi en exergue à mon premier recueil, Cris d'un assoiffé de soleil, j'ai écrit ce que dans les écoles et beaucoup de jeunes poètes aiment répéter: les temps sont venus pour que le poète ne se contente plus d'écrire des vers savants et sonores. Il doit prédire les mots avec des mots de tous les jours. Prédire les mots avec des mots de tous les jours. Donc vous voyez, si bien que quand on a annoncé qu'on allait pendre Benjamin Moloizé, moi j'ai veillé. J'ai écrit un poème, Dernière aube d'un poète, qui a eu le premier prix de poésie contre l'apartheid en 1986 au symposium littéraire de Brazzaville. Parce que j'ai veillé. Jusqu'à l'aube, j'ai terminé mon poème. C'était le premier jet. C'est après seulement que j'ai peaufiné le texte qui a remporté un prix. J'ai eu un autre prix, Chant pour Madiba, dédié à Nelson Mandela, n'est-ce pas? J'ai écrit 4 recueils de poèmes: Cris d'un assoiffé de soleil, Pépites de terre, Cordeau, Chasseur d'éternité. 4 poèmes sous le signe des 4 éléments. Cri, c'est le feu. Pépites de terre, ça va de soi. Cordeau, ça va de soi. Chasseur d'éternité, c'est l'air. Parce que nous devons être tous des chasseurs d'éternité. Parce que nous allons mourir, c'est inéluctable. Mais nous luttons pour rester. Et ce qui va nous permettre de rester, c'est nos actions. C'est ce que nous laissons. Si nous parlons de Victor Hugo, de Baudelaire, etc. C'est pourquoi moi j'ai dit que je ne suis pas un écrivain. Parce que ce matin ou tout à l'heure, Pape Samba Bachi le disait, les écrivains sont morts, presque tout ce qu'on met au programme. Moi je suis vivant et je n'ai pas encore déposé ma plume. D'ailleurs, je m'évertue de parfaire ce que je fais pour devenir un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui 50 ans, 100 ans après sa mort sera peut-être lu, sera évoqué, n'est-ce pas? Donc, je ne voudrais pas, je reprendrai la parole, mais je reprends un peu de souffle, monsieur le modèle. Nous n'avons pas, hélas, beaucoup de temps. Je voudrais partager seulement avec vous quelque chose. Quand Senghor a perdu son fils dans un accident, sur la route de l'aéroport de Dakar, il est mort sur le coup, avec sa fiancée allemande.
Le président François Mitterrand lui a donné le Concorde. Il a atterri à Dakar pour venir enterrer son fils. Quand je suis resté avec lui, il m'a dit, je sais que je vais mourir. Je sais que mon épouse et moi, nous n'allons pas survivre à la mort de notre fils. Je n'avais pas de réponse. Je n'avais rien à dire au poète. Je ne parlais pas de Senghor, mais je regardais le poète. C'est le poète qui me parlait. Et je suis revenu le voir 3 jours après. Il m'a amené dans son bureau. Il a ouvert le tiroir et il a sorti un poème qu'il m'a lu. Élégie à Philippe Maguilène Senghor. Il m'a dit, mon cher poète, j'ai lu ce poème hier soir à mon épouse, avant de s'endormir. Pour la première fois, depuis la mort de notre fils, elle a dormi. La poésie, je crois, va nous sauver de la mort. Pour dire simplement que la poésie est importante, elle est fondamentale. Elle n'est pas, ce ne sont pas seulement des mots, c'est un grand cœur. C'est surtout une grande foi. C'est un grand mystère. C'est comme la prière. Je voudrais saluer dans cette femme le poète Nongombaye, Amadou Abdoulaye. Mais Sabati Diaye Filela, de grands poètes du Sénégal et de l'Afrique. Vous savez, quand je rencontre nos hommes politiques et nos chefs d'État, parce que j'ai la chance de les rencontrer souvent, je leur dis toujours qu'il n'existe pas de pays sous-développés. Il n'existe pas de pays sous-développés. Il n'existe que des femmes et des hommes sous-développés. C'est-à-dire sans culture, sans formation. Et je leur dis qu'il y a beaucoup de lampes, mais qui sont allumées, mais qui n'éclairent plus rien. Seule la poésie éclaire. Senghor me dit, je te reçois. J'avais à peine 25 ans. Je venais de sortir mon premier recueil de poèmes. Il me dit, j'ai créé les nouvelles éditions africaines du Sénégal, en partenariat avec Abidjan et je crois le Togo. Je vais quitter le pouvoir politique. J'ai trouvé mon successeur. J'ai préparé un successeur. Je vais tout faire pour qu'il soit le président de la République après moi. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse et ce qui me préoccupe, c'est la relève poétique, la relève littéraire. C'est pourquoi j'ai créé cette maison d'édition, pour avoir une nouvelle littérature. Je veux une nouvelle danse. Je veux une nouvelle musique. Je veux une nouvelle architecture. Il n'y a que Tchikaya Outamsi comme poète aujourd'hui. Je veux qu'il y ait d'autres Tchikaya Outamsi, d'autres Senghor, d'autres Césaire. C'est Senghor qui parle. C'est pourquoi je veille sur les jeunes poètes sénégalais. C'est pourquoi je veille sur la jeune littérature sénégalaise. Et je le rappelle toujours au chef d'État, quand je les rencontre. C'est fondamental. Je vais passer la parole à un homme qui compte dans ce pays. Une voix presque, mais qui n'existe plus. Un homme qui a fait de la poésie, non pas seulement son cœur, mais sa maison. Pape, tu as la parole. Merci, mon poète. Je l'appelle souvent mon poète, jamais par son nom.
Maman de la Mitsane, même quand nous échangeons par WhatsApp ou sur Facebook, je dis toujours mon poète. J'ai plaisir à lire ce qu'il écrit. Il ne fait pas que de la poésie, mais également il fait une sorte de, excusez-moi du terme, de poésie politique. Merci. Tout le temps des écrits, chaque jour. On en a amassé une quantité énorme, compilée autour de 4 tomes. Je pense qu'il aura l'occasion de nous présenter ça un jour. Merci beaucoup. Alors, moi, quand je suis tombé sur le thème de ce panel-là, la poésie comme expression de veille, je me suis posé la question à savoir c'était quoi, en fait, la veille. La poésie comme expression de veille. Et je considérais que la veille, c'était tout simplement un manque de sommeil pour pouvoir se concentrer sur soi-même et écrire. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Évidemment, moi, il m'arrive d'écrire. Je dis, il m'arrive d'écrire. Je ne suis pas comme vous autres. On essaie de vous pousser dans le cercle des poètes. Je n'ai pas encore mis le pied dans le cercle des poètes. Oui. Et j'attends d'y être initié. Fondamentalement. Parce que quand je lis de grands poètes comme Maman de la Mitsane, comme Dongombaï, mon très cher ami sombre, qui fait beaucoup dans le roman, Abdoulaye Eliman Khan, ou Amadou Eliman Khan, c'est d'ailleurs la bonne appellation, qui a jeté son cœur dans un ouvrage intitulé « Les paroles de l'infini » que Marie-André a préfacé. Elle est là. Paroles de l'infini. Magnifique texte, mon cher ami Amadou. Alors, je voulais dire tout simplement que c'est vrai que c'est pendant les moments de veille, sous la menace des mots qu'on écrit, qu'on sort des choses. Voilà, qu'on jette les mots sur le papier blanc. C'est souvent sous la pression, on ne sait pas d'où ça vient cette pression-là, qui nous pousse à porter la parole poétique. J'ai rencontré un ami en Italie, il y a 2 mois, qui m'a offert un recueil de poèmes. Il me dit, je te donne ce recueil, et j'y tiens. Et j'ai dit, pourquoi? Pourquoi tu as ce recueil-là? Il me dit, j'ai mis 10 ans à écrire un recueil de poèmes. 10 ans. Je dis, c'est quand même fabuleux. Et j'ai dit, mais attends, comment il me dit, pour moi, chaque mot est important. Le poète, c'est quelqu'un qui doit savoir aligner les mots. C'est là la différence entre... Nous sommes tous des poètes, mais la seule différence que certains prennent le temps, évidemment, de voir quel mot mettre à la place de l'autre, quelle image mettre à la place de l'autre, pour créer une certaine mélodie, une certaine musicalité. Voilà. Il faut que la poésie devienne une sorte de rêve, de folie, pour, justement, tomber dans le cœur ou dans l'oreille de celui qui écoute. Moi, j'ai un défaut. Mon plus grand défaut, c'est tant que je ne lis pas la poésie, tant que je ne la porte pas à ma propre chair, il y a un manque quelque part. Je veux la vivre, la poésie, en tant que telle. De bas en haut, entre les mots et les silences, fondamentalement. Il faut que la poésie nous révèle à nous-mêmes. Sinon, il y a toujours un vide. Et comment combler ce vide-là? Il faut aller le chercher. Voilà. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais tout simplement remercier le promoteur de ce festival-là, Blaise Fodé. Voilà, qui est allé comme ça, peut-être
en se disant, voilà, moi je me jette. Je vais me jeter pour voir ce que cela donne. Et je pense que ce que ça donne aujourd'hui, c'est les fruits que nous partageons ce soir. C'est l'écoute. Après tout, la poésie, c'est de l'écoute. La poésie, c'est le mot, c'est le silence, c'est le cri, c'est la voix. Merci Ablaye Fodé. Merci beaucoup. Badji, avec ta permission, je voudrais redonner la parole à Madame Courteau pour qu'elle rebondisse peut-être sur ce que nous avons dit. La donner également à notre ami congolais. Et puis, si dans la salle, quelques-uns ont des questions à poser ou des contributions à apporter, et puis nous vous rendons le micro après, avec votre permission. Je voudrais saluer Mamadou Samb, saluer jeune frère, et bravo également pour le travail magnifique que tu es en train de faire dans notre pays et à travers l'Afrique. Toi au moins tu as la chance d'être connu de tous les collégiens du Sénégal par le formidable travail que tu fais. Très chère poétesse, vous avez la parole. Dites-nous un peu ce que c'est chez vous. Ce qui se fait chez nous. Oui. Ben, chez nous, effectivement, on parlait du Festival de Trois-Rivières. Il y a aussi un festival à Montréal qui est d'une autre nature parce que il y a un peu plus de 20 ans, donc il n'y avait pas d'activité importante autour de la poésie à Montréal. Et donc, on s'est donné la mission, j'ai créé ce festival, de rassembler les éditeurs québécois, canadiens, français, belges ou français invités de manière ponctuelle pour permettre au public d'accéder à la poésie qui était quasi absente des tablettes des librairies. Alors, c'est devenu un rendez-vous annuel, c'est devenu le Festival de la poésie de Montréal. On n'a pas mis le mot international parce que c'est pas l'axe le plus important. Le plus important, on accueille quelques 150 poètes et on a aussi donc tous les éditeurs et les revuistes d'ici et d'ailleurs. Mais le point, c'était de travailler en partenariat, par exemple avec l'ensemble des libraires indépendants du Québec, pour créer un prix avec eux et rendre plus visible cette poésie à travers le Québec. Et on a travaillé donc avec Archives et Bibliothèques du Québec. On a créé des visites guidées d'archives de poésie. On a créé des colloques. Donc ça a été une marque au départ pour réfléchir à des questions comme aujourd'hui, effectivement, mais à l'époque, ça n'existait pas au Québec. Et on a créé aussi ces colloques pour réunir les créateurs avec les chercheurs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de résidence d'écrivains à l'université. Bref, on a fait un travail de défrichage pour élargir la présence de la poésie par les livres. Parce que c'est vrai que c'est important de faire résonner la parole poétique. C'est essentiel. Et par ailleurs, ce sont quand même le premier produit, malgré tout, de l'écrivain, c'est un livre. Et ce livre, il faut pouvoir en profiter pour découvrir toute la richesse et la profondeur, l'étudier, le transmettre et le passer à nos amis, etc. Un événement passe si rapidement, alors ça c'est très important que ce livre soit accessible. Donc nous, la préoccupation, ça a été d'amener le livre jusqu'au lecteur et qu'il fasse ses choix aussi, parce qu'en bouquinant, il peut découvrir et faire des choix et se procurer certains livres, mais il voit l'ensemble de la production de l'année. Donc, c'est un travail de veille qu'on a fait avec le festival, que j'ai fait avec donc différentes personnalités importantes du Québec, comme Claude Beausoleil, qui est sûrement venu plusieurs fois ici, ou Bernard Posier. Donc, des gens très engagés, concrètement, en plus de leur œuvre poétique. Mais c'est un travail d'un autre niveau, plus concret, moins dans la création, mais c'est un genre de travail de veille aussi. Voilà.
Jean-Paul Daou va bien? Oui, il récupère d'une opération, mais il va bien, il va bien. On l'aime beaucoup, hein, vous le savez. Merci, je l'aime beaucoup. J'adore le Congo. Parlez-nous de votre pays un peu. Vous êtes un très très grand pays de littérature, énorme, qui a beaucoup apporté à l'Afrique. Dites-nous ce qui se passe chez vous. Il y a du Jean Nguesso, non? Ah, c'est un romancier. J'ai vu un de ses romans. Il aime beaucoup le Sénégal, il était venu ici et j'ai vu un de ses romans. Bon, Nguesso, c'est Nguesso. Oui, c'est vrai, il y a une amitié historique entre le Congo et le Sénégal. En 1966, quand il a été organisé le Festival mondial des arts nègres, le lauréat était un Congolais, Chikaya Tamsi, avec le prix, avec le livre Épitomée. Et en 2010, vous m'avez rappelé la même chose, à l'occasion du cinquantenaire du Sénégal. C'est en cette année que je suis arrivé ici pour la toute première fois, parce que le gouvernement sénégalais sous Abdoulaye Wade avait organisé à l'occasion de l'inauguration du monument de la Renaissance africaine un prix littéraire international qui impliquait les poètes de l'Afrique, les poètes africains de l'Europe et, enfin, disons, l'Afrique et toute sa diaspora. Et quand vous avez su me le rappeler vous-même, le lauréat était aussi un Congolais, ma modeste personne. Vous avez été surpris par la coïncidence, mais comment se fait-il qu'en 1966 c'était Chikaya et en 2010 également c'est un autre Congolais. Et c'est à ce moment-là que vous m'avez rappelé que Chikaya Tamsi, qui aimait bien Senghor, est arrivé au Sénégal 11 fois. Bon, moi également, depuis 2010, je ne cesse de venir au Sénégal, visiter la terre de Senghor. Et même quand en France, je rencontre mon ami Ndongo Mbaye, avec lequel nous sommes à la Société des poètes français. Et c'est un bonheur pour moi. Moi aussi, monsieur. Le Congo n'a pas cessé sa dynamique littéraire. Et j'aime souvent le dire, que le Congo est médiocre partout. Ni au football, ni en politique, ni en démocratie. Mais il n'y a qu'un seul domaine où nous sommes développés, la littérature. Là au moins nous sommes développés. Et après Chikaya Tamsi, Itachi Uta, Sonny Naboutansi, il y a une nouvelle génération qui est en train de beaucoup travailler. Où est-ce qu'il est? La dernière fois, Alioune Badara Bey me pose la question, mais après Chikaya Tamsi, Sonny Naboutansi, mais qui écrit encore Paul là-bas? Je dis non. Il y a une littérature bouillante, vivante, qui est en train de témoigner d'un nouveau Congo, d'une nouvelle Afrique, témoigner des nouvelles tourmentes de ce continent malade. Il y a une écriture toujours et toujours vivante. Voilà pourquoi nous sommes toujours heureux. Quand il y a une activité à Dakar, souvent je suis impliqué, il y a toujours une délégation congolaise qui vient à la journée de l'écrivain africain au mois de novembre. Et c'était pour nous un bonheur. Nous serions venus un peu plus nombreux. Il y a le ministre Henri Djombo, le romancier ministre Henri Djombo, qui aurait pu venir. Il y a Féréol Kassakis qui aurait pu venir, mais ils se sont avérés indisponibles à la dernière minute parce qu'il y a des élections législatives là-bas, donc ce sont des candidats. Et voilà pourquoi je suis venu seul représenter tous les amis, représenter le Congo à la fête de la poésie.
à la fête de la littérature africaine. Merci. Oui, excusez-moi, monsieur le poète, par rapport à Henri Jombo, je crois dont on a entendu tout à l'heure déclamé au poème par un jeune slammer. Alors je voudrais rappeler qu'Henri Jombo a été par 2 fois, vous l'avez dit, invité de l'association des écrivains du Sénégal, voilà, où nous avons eu l'occasion de jouer. À cette occasion-là, nous avons joué 2 de ses pièces, Mal de terre et Pluie de couloir. Voilà, c'était une précision que je voulais apporter. Merci. Badji, nous avons presque terminé. Je voulais simplement... Je ne sais pas si vous connaissez Chikaya Outamsi. C'est un énorme poète. Énorme. On ne retient en Afrique, mais que Senghor, un peu Tati Lutar. Et puis, Chikaya est énorme. Et Senghor me disait que si quelqu'un devait prendre ma place à l'Académie française, j'aurais bien aimé que ce soit Chikaya. Je prends la chaloupe avec lui pour aller à l'île de Gorée. Il me dit, c'était un homme dur, extrêmement dur, avec les jeunes. Il nous massacrait. Il n'arrêtait pas de nous critiquer, de nous dire, arrêtez d'écrire, si vraiment vous n'écrivez que ça. Et il me dit dans la chaloupe, on allait à Gorée, il faut, Amadou, il faut que vous arrêtiez enfin de parler de Senghor, de Césaire, de Damas. Mais mon Dieu, parlez de vous-même. Il faut que les jeunes se citent entre eux. Parlez de Nongombaï, d'Amadou Elimankan, de Pape Faye, de Marouba. Votre génération, parlez de vous. Soyez généreux. Parce que vos aînés n'ont pas été généreux avec vous. Chikaya me l'a dit dans la chaloupe. Je ne veux plus t'entendre me parler de Senghor. Parle des jeunes qui sont avec toi. Parle de ta génération. Et je me rappelais d'une phrase de Borges. Quand vous lisez un livre et qu'il est mauvais, quand vous lisez un livre et qu'il est mauvais, mais tout un livre n'est pas mauvais. Rentrez chez vous, mais retenez la meilleure des pages de ce livre. Ne retenez que la meilleure page de ce livre. Et c'est cela la générosité. Parce que quel que soit un livre, et qu'il soit mauvais, il y a toujours un mot, 2 mots, 2 phrases qui peuvent rester dans l'histoire. Et je donne rendez-vous, et Chikaya me donne rendez-vous à Paris. Je prends mon petit déjeuner, je descends, et je vais dans un bar de tabac juste à côté de l'hôtel pour acheter un journal, et j'entends quelqu'un dire à 2 pas de moi, Chikaya Outamsi vient de mourir. Et moi j'avais rendez-vous avec lui. Ah oui? Je ne savais pas de quel Chikaya Outamsi il parlait. Je me suis rapproché de lui. Il m'a dit, c'est le grand poète, le grand écrivain, français. Il dit français. Chikaya l'aurait giflé. Pour dire simplement qui était Chikaya Outamsi. C'était un homme fabuleux, qui était exigeant avec les jeunes, qui adorait les jeunes, qui voulait que les jeunes réussissent. Il faut une relève en Afrique. Il faut de nouveaux hommes politiques, de nouveaux poètes, de nouveaux danseurs, une nouvelle musique, une nouvelle danse. Il faut que l'on crée. Ce n'est pas vrai, mais que notre jeunesse est une jeunesse foutue, mais qui n'apprend plus rien, c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la jeunesse. Nous ne sommes pas des vaincus. Nous ne serons jamais vaincus. Si vous commencez par la littérature, vous ne serez jamais vaincus. Badji, j'en ai fini, avec votre permission, et avec la permission de mes amis. Si quelques-uns ont un mot à dire, on leur donne le mot à dire, et puis à vous clôturer. Merci beaucoup. Il y a un Ndongombaï qui demande la parole.
En fait, je voudrais juste vous rassurer, Amadou. Prenez votre temps. Avec la poésie, on ne s'ennuie jamais. Merci beaucoup, les poètes. Encore une fois, vous êtes tellement généreux, telle générosité. Chaque fois qu'on pose la question, la poésie c'est quoi? Je dis c'est d'abord le partage. C'est d'abord la poésie. Merci. Mais aussi, c'est aussi l'humilité et la rigueur. C'est aussi l'exigence de l'écriture. C'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, un jour, on me dit, Amadou me laisse un message, me dit, Ndongo, je suis en train de faire un recueil sur la veille pour les moines du monastère de Keroumoussé. Amadou, c'est important ce texte-là, ce recueil sur la veille. Ça m'a marqué parce que je me dis, écrire sur la veille, il n'y a pas une occasion meilleure que celle-là. Parce que nous sommes aussi dans la spiritualité. Et c'est pour ça que c'était merveilleux. Et pour juste terminer, je vais lire un poème de mon avant-dernier recueil qui s'appelle Entre les silences et les bruits, les mots. Qui est sorti à la qualité à Burkina Faso, où j'étais au mois de mars. Et ce texte s'appelle Nous serons debout, justement. Nous serons debout, avec hautement la parole la plus haute, la plus digne. Nous serons debout avec les armes de paix à la main, prêts pour la confrontation des esprits, pour la mort du mensonge de l'homme. Nous serons debout pour nommer, comme disait celui de la Boutanzi, pour faire exister et ne pas subir l'ablation de nos syllabes, l'amputation de nos sens. Nous serons debout sur les montagnes de vérité, sur les collines de l'éthique, dans les forêts, les savanes de justice et de l'éternité. Nous construirons notre balcon où nous nous accouderons pour regarder grandir nos enfants dans la bienveillance de nos regards en surveillance. Nous serons debout face aux laves des océans, sous les larmes des cieux, assis sur les fleurs, sur les feux des volcans, sous les crachats des mépris, sous les balles des assassinats, devant les canons des dictateurs, mais nous serons debout. Parce que, oui, parce que nous vaincrons la peur, nous vaincrons les trahisons, nous vaincrons l'hypocrisie, nous vaincrons les artifices et nous vaincrons nos pulsions juchées sur les promontoires de notre histoire. Nous dévoilerons nos mots pour en faire un récit pluriel, fondateur, que nous nous approprierons pour narrer notre propre épopée. Pour narrer notre propre épopée. Ouvrant sur les perspectives fécondes, infinies de notre futur panafricain. Merci beaucoup. Voilà, je crois que là c'est une grosse opportunité. Moi j'ai jamais voulu être traité comme poète. Maintenant il y a le professeur Lee qui a la chaire de poésie et il y a les très grands poètes qui sont là. Après ils vont me dire si je suis poète ou pas. En tout cas moi je voulais être comédien. Très jeune j'ai été inspiré par un grand Dora Mané. Et arrivé à l'école normale William Ponty, comme j'aimais le théâtre, mon ami Mamoudou Samb ici présent, nous avons fait l'école normale William Ponty de Thiès. Il m'a donné le nom de Serigne Ndiaye Gonzalez. Et même mes professeurs m'appelaient Gonzalez.
Et même mes camarades de classe pensaient que je m'appelais Serigne Ndiaye Gondales. Or, moi, je m'appelle Mamadou Mbaye. Et par la suite, j'ai été intéressé par la poésie. J'ai déposé mon manuscrit sur l'avenue Lamine Gueye. Vous vous rappelez, c'était le siège de l'association des écrivains du Sénégal. Comme note de lecture, on me retourne tout le manuscrit en me disant que tout a été bien dit, très bien dit en matière d'amour, par Senghor, par David Diop. Est-ce que Ramakam, la femme que chante David, est-ce que c'est ma femme que je chante? Est-ce que la femme noire de Senghor, est-ce que c'est Yassou que je chante moi? Et vous savez, j'ai trouvé la solution. J'ai pris tous ces poèmes, je les ai traduits en Wolof. Et quand je les ai traduits en Wolof, j'ai pris un poème de Senghor que j'ai traduit en Wolof en premier. Heureusement, des années après, un de mes anciens élèves ici présents, Néné Ndiaye, éditeur, on s'est croisés quelque part, il m'a dit, mais Michel Mbaye, où sont vos poèmes? J'ai dit, mais ça est dans le sac. Il m'a dit, je vais les éditer. C'est lui qui a fait l'édition. Et quand Senghor fait élégie pour Philippe, il y a un vers qui m'a tellement intéressé. Philippe, souffle mêlé de nos narines. Écoutez bien. Philippe, souffle mêlé de nos narines. Et je m'en tiens là. Maintenant, je chante ma femme à moi. Yassou. Dans l'ambiance d'une soirée théâtrale, je fis ta connaissance entourée du fleuve et de la mer. Yassou, ñi xamante ngir soppante ci biir xawaare bu neex te xumb géej ak dex di lu ñu wër. Yassou, parti je ne sais vers quel horizon, tu me cherchais dans la fraîcheur nocturne, frissonnante d'amour. Yassou, when I was miles away, you were looking for me in the coolness of the evening, free with love. Yassou, ma réer la nga di ma seet ci biir peexum guddi ko xamaat sa yaram di daw ndax mbëggeel. Yassou, tu me retrouvas mélancolique dans la ville endormie, témoin de nos premiers baisers. Yassou, fan nga may gisee xanaa ci dëkk bi nelaw moom mi teere su ñaareelu daje bu dàq la. Yassou, je te reconduisais les larmes dans le cœur, mais de tout propos sur le pont que nous passions faisait naître en nous des jours sereins. Yassou, ma di la gunge sama xol di jooy wante ay kàddu yu neex ci kaw dex bi ñuy jaar di fàttali ay petits têtes de neex. Yassou, figurante était la beauté naturelle de ta chevelure. Suave ton jeune corps que j'aimais tant caresser. Yassou, sa rafetaay karaw di nes ni si léegi si jant njolloor sama loxo di doxantu sa yaram wi naay te dàq péri kum fajar fii laa koy yemale. Merci Mamadou Mbaye. Mamadou Mbaye, je l'ai fait venir à Guédiawaye à l'occasion d'une cérémonie de présentation. Et je lui ai demandé de faire ces déclamations, il y a Astou. Parce que figurez-vous, mon épouse s'appelle ainsi. J'ai été très malin. À la fin de la déclamation, j'ai vu mon épouse verser quelques larmes. Et je lui ai dit, en réalité, c'est toi que Mamadou est en train de chanter. Jusqu'à présent, elle pense que ce point lui appartient. Et j'ai interdit Mamadou de vendre la mèche. Si quelqu'un, on va continuer, si quelqu'un vient faire une déclamation. En fait, je pense qu'en matière de veille, je voudrais juste rappeler une toute petite anecdote de Pablo Neruda. Quelqu'un lui a dit, mais pourquoi vous êtes un poète? Pourquoi vous ne chantez pas l'amour, les fleurs, etc. Il a répondu de manière très simple. Est-ce que vous avez vu l'explosion de violence dans mon pays? Est-ce que vous avez vu le sang dans la rue? Est-ce que vous avez vu le sang dans les rues? Est-ce que vous avez vu le sang dans les rues? Pablo Neruda a été assassiné par Pinochet parce que c'était un communiste. Je voulais parler de Pablo Neruda. Il est sorti du café
il a été violemment agressé par quelqu'un qui était violent. Et on les a séparés. Et quand Pablo a voulu rentrer chez lui dans la nuit, on lui a dit, il faut qu'on vous accompagne. Parce que celui qui vous a agressé est un homme très dangereux. Et Pablo a dit, je rentre seul. Il est sorti. Et au coin de la rue, il a trouvé l'homme qui l'attendait. Pablo l'a regardé. L'homme l'a regardé. Et puis il s'est agenouillé. Et il a dit à Pablo, je vous demande de prendre ce qu'il y a dans ma poche droite. Pablo s'est avancé. Il a mis sa main dans la poche droite. Il a sorti un bout de papier. Et le jeune homme lui a dit, mais lisez ce qui est écrit dans le papier. Pablo a ouvert le papier. Il a regardé. Et il a regardé à le jeune homme. Et le jeune homme lui a dit, je ne vous avais pas reconnu. C'est grâce à vos poèmes que je suis devenu heureux. Et la lettre que Pablo avait, c'était un poème de lui-même. Amadou Eleman Kane vous prendre la parole. Un grand poète. Écoutez, je dis tout simplement merci à Amadou Lamine, merci à Marabout, à Marouba Fall, et merci à Pape, et merci à Amadou parce que, vous savez, il y a des hommes, des femmes qui portent notre littérature. Et effectivement, le professeur Amadouli en fait partie. Et je voudrais tout simplement dire aussi qu'il y a le collège de la littérature africaine de l'UCAD, mais qui fait un travail extraordinaire sur la littérature africaine. Il faut le dire, et effectivement là, c'est le lieu de les remercier, de dire à l'ensemble de ces enseignants, chercheurs, de ces professeurs, de ces maîtres de conf, merci, merci pour tout ce qu'ils font pour la littérature. C'est dit. Tu vas venir, ne t'inquiète pas, tu vas venir. Et je voudrais tout simplement partager donc ces paroles. Ces paroles pour dire un merci à ces professeurs et pour dire un merci aussi à ces poètes, ces écrivains. Mais vers quel baobab où s'égrène le temps comme un chapelet de coris. Réapprendre mon chant, le chant, et déplier ma poitrine torrentielle. Oui, je sais, je songe comme un ciel ourlé d'arc-en-ciel, que nous serons des paroles de lune, des paroles de mangrove, et comment voulez-vous que je me soumette? Je sais, je n'ai ni l'élan, ni le procédé de diversion, d'appartenir à une chapelle génocidaire, pour étaler un règne de coups de hache et de coups de kalachnikov. J'appartiens au continent de la pleine lune. Et pourquoi voulez-vous m'enlever des seins de mon baobab? Laissez-moi les téter pour embrasser tous les vents de l'amour, tous les vents de liberté. Ne me dites pas que je profane. J'ai traversé des jours brodés de nuit, et j'ai des blessures tatouées sur les genoux rides de l'exil. Et dans le seul instant instable, j'ai affûté mes doigts bagués de lune. Et comment voulez-vous que je me taise? Et comment voulez-vous que je me soumette? Et avec le limon du Nil, je voudrais de nouveau déplier le temps comme une mélodie, rythmée par mon histoire, l'histoire, que je ne suis point, parole du Nord,
ni parole du Sud, qui assène des salives ou belle la honte, que j'appartiens au continent de la pleine lune, celui des épopées ancestrales, le rêve merveilleux de nos terres, les terres pleines de sagesse. Et comment voulez-vous que je me taise? Et comment voulez-vous que je me soumette? Merci.